Bonjour à toutes et à tous, c'est Sully et bienvenue sur Citizen Geek. Il y a environ 2 mois, j'ai posté sur les réseaux sociaux un aperçu d'un catalogue de jouets et de jeux vidéo d'un magasin Auchan de 1990. Dans ce catalogue étaient présentés la Nintendo NES, la Game Boy et la Mega Drive, qui venaient tout juste d'être commercialisées en France à l'époque, des ordinateurs comme l'Amiga 500, l'Atari ST, etc. Il y avait également la NEC Core Graphics, l'Atari Lynx, enfin plein de bonnes choses. Suite à cette publication, vous avez été nombreux à réagir positivement, certainement dû à la nostalgie et l'insouciance de cette belle époque. Je vous avais promis de faire une vidéo sur ce catalogue, au final je vais en faire 2, une que je vais vous montrer dès maintenant sur la partie jeux vidéo, et dans quelques temps, il y en aura une seconde, sur les jouets proposés à cette époque. Installez-vous confortablement, nous allons retourner le temps d'un instant en 1990. Alors commençons par la Nintendo NES qui était proposée à 690 francs, donc sans jeu, vraiment uniquement que la Nintendo NES avec 2 manettes. Donc 690 francs, ce qui représente à peu près avec l'inflation aujourd'hui 166 €, ce qui était pas rien quand même pour l'époque. Il faut savoir qu'en 1990, ça faisait seulement que 3 ans que la Nintendo NES était installée en France, contre 5 ans aux États-Unis et 7 ans au Japon avec sa version Famicom. Perso, ça a été ma toute première console de salon que mes parents m'ont offert 1 an plus tard avec le pack Tortue Ninja et le prix était équivalent, donc à 690 francs. À l'époque, pour 300 francs de plus, vous aviez la version Nintendo Action 7 avec 2 manettes, 2 jeux, donc Super Mario Bros et Duck Hunt, et le Zapper. Alors 989 francs, cela reviendrait aujourd'hui à 238 € la console. Pour les accessoires de la NES, vous aviez par exemple le Zapper qui était proposé à part à 330 francs, ce qui reviendrait aujourd'hui à 79 €. Vous aviez aussi une manette sans fil. Alors au départ, je pensais que c'était une manette à l'époque qui était vraiment développée par Nintendo, mais c'était en réalité une manette proposée par Acclaim, que vous connaissez certainement, une manette qui utilisait la technologie infrarouge et qui était proposée à 450 francs. Celui-ci, je vous le réservais pour la fin, le Power Glove de Mattel, qui était censé révolutionner, on va dire, le gameplay, qui était assez cher, même très cher pour l'époque. Il était vraiment plus cher que la console NES, il était à 750 francs, ce qui revient aujourd'hui donc à 180 €. Et cet accessoire a été un véritable échec par son prix déjà, parce qu'il fallait quand même investir 750 francs pour l'époque, c'était pas une petite somme, et il ne servait à rien, il était vraiment pas du tout précis, c'était vraiment inutile, il y avait très peu de jeux qui étaient compatible avec cet appareil. Mattel, qui souhaitait revenir sur le devant de la scène dans le domaine des jeux vidéo, s'est complètement planté avec cet accessoire. Maintenant, parlons des jeux vidéo sur NES proposés dans ce catalogue. Vous aviez pour commencer Tetris, qui était proposé à 330 francs. Alors ça paraît pas beaucoup, mais aujourd'hui, avec l'inflation, ça reviendrait à 79 € le jeu. Oui, 79 €, mais c'est pas fini. Vous aviez Super Mario Bros 2, The Adventure of Link et les Tortues Ninja qui étaient proposés à 390 francs. Ce qui revient aujourd'hui, avec l'inflation, à 93 €. Oui, j'ai bien dit 93 €. C'est vrai qu'on se plaint aujourd'hui de l'augmentation des jeux vidéo, mais c'est vrai que pour l'époque, 93 €, eh bien, c'était énorme. On disait, avant ce n'était pas cher, c'était le bon vieux temps, mais non, c'était nos parents qui payaient, et les prix étaient quand même assez élevés pour l'époque. Maintenant, parlons de la Game Boy, ou le Game Boy, enfin après vous prononcez comme vous souhaitez. Elle était proposée à 590 francs. Elle était livrée avec le jeu Tetris à l'époque. 590 francs, ça revient aujourd'hui à 142 €. Cette console était sortie peu de temps avant, elle était sortie en septembre 90, donc ça faisait vraiment 2 mois qu'elle était sortie. Et cette console, comme vous le savez, a remporté un franc succès, même si son écran était monochrome, même si elle était assez petite surtout au niveau de l'écran, mais elle avait une autonomie de fou. Et elle s'est vendue à 118 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui est énorme. Concernant les jeux qui étaient proposés avec la Game Boy, eh bien, il y avait donc le jeu Super Mario Land qui était proposé à 195 francs, ce qui revient aujourd'hui à 46 €. Il y avait aussi le jeu Alleyway qui était proposé à 175 francs, ce qui représente aujourd'hui 42 €. Maintenant, nous allons passer à l'univers Sega, et tout le monde se souvient du fameux slogan de l'époque, « Sega, c'est plus fort que toi ». Enfin, j'ai une voix moins grave que Maître Sega, mais bon, ce n'est point grave. Donc,
commençons par la Master System qui était proposée à 690 francs, le même prix que la Nintendo NES. Cependant, vous aviez un jeu, c'était Alex Kidd in the Miracle World pour 690 francs, donc l'équivalent à 166 € d'aujourd'hui. Vous aviez également le modèle avec le pistolet, donc le phaser de Sega, avec deux jeux, donc Safari Hunt et Hang On, qui étaient proposés à 989 francs 95, ce qui revient à 238 € la console. Vous aviez aussi des accessoires comme la manette Sega SG Commander, qui coûtait 129 francs à l'époque, ce qui représente aujourd'hui la somme de 31 €. Vous aviez également le Handle Controller, qui était compatible, il me semble, sur la Mega Drive également, qui était proposé à 245 francs, ce qui représente aujourd'hui 58 €. En matière de jeux vidéo, vous aviez l'incontournable Shinobi sur Master System qui était à 329 francs, ce qui représente 79 €, oui, tout de même. Vous aviez les deux jeux Altered Beast et Tennis Ace à 349 francs, ce qui revient à 84 € aujourd'hui. Ainsi que Wonder Boy 3 à 329 francs. Maintenant, nous allons passer à un poids lourd. À l'époque, c'était vraiment une nouveauté, parce que cette console venait de sortir en France en novembre 1990, elle était sortie en 1988 au Japon. Il s'agit de la Sega Mega Drive. La Sega Mega Drive qui était la next-gen de l'époque avec ses 16 bits et qui coûtait 1890 francs. 1890 francs, ce qui représente 455 € d'aujourd'hui avec l'inflation. Et on dit qu'aujourd'hui les PlayStation 5 et Xbox Series X sont chers, oui. Mais à l'époque, les consoles, lorsqu'elles étaient pratiquement Day One, à la sortie coûtaient vraiment assez cher. Il y a que la Super Nintendo, à sa sortie, elle coûtait, il me semble, 1200 francs à l'époque. Elle était descendue rapidement à 990 francs avec le pack Street Fighter. Mais ouais, 1890 francs. Il y avait qu'un jeu qui était proposé, il y avait Altered Beast. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que c'était la next-gen. C'était vraiment la next-gen de l'époque. La Super Nintendo allait simplement sortir 1 an et demi plus tard en France, en avril 1992. Ce qui me fait sourire sur cette photo, c'est la petite annotation avec « Et si on faisait sauter le compteur ?» C'est vrai qu'à l'époque, le high score était quelque chose de très important pour les joueurs. C'était, limite, tu finissais un jeu, il y avait vraiment un concours avec les copains dans la cour de récré. Moi, j'ai fini les Tortues Ninja à tel point, Super Mario Bros à tel point, etc. C'était vraiment, on va dire, quelque chose de très important à notre époque. Et malheureusement, tout cela, bon, maintenant, oui, il y a différents trophées, on peut platiner les jeux, etc. et avoir différentes choses. Mais c'est vrai que le high score était quand même quelque chose de très important à notre époque. Nous allons continuer avec d'autres consoles et ordinateurs qui étaient proposés à l'époque, des consoles mythiques comme la PC Engine, enfin là on parle de la NEC Core Graphics, c'est exactement la même chose que la PC Engine, sauf qu'elle a été vraiment redesignée pour le continent européen. Vous aviez également aux États-Unis, elle s'appelait la TurboGrafx 16, il me semble. Alors je suis vraiment pas du tout un spécialiste de cette console, de l'univers NEC, cependant j'ai beaucoup appris dans l'émission Hard Looters qui est proposée sur Game One, mais également sur la chaîne YouTube de Benzaï. Donc j'ai vraiment appris pas mal de choses, également grâce à Guillaume, donc SNK. Si vous voulez avoir vraiment plein d'informations sur la PC Engine, donc la Core Graphics, la Super Graphics et tous les dérivés, eh bien je vous conseille de regarder vraiment donc l'émission Hard Looters que vous pouvez retrouver sur Game One et sur la chaîne de Benzaï. Alors nous allons commencer donc par la NEC Core Graphics, donc l'équivalent de la PC Engine. Alors cette console s'est vendue à travers le monde à 10 millions d'exemplaires, alors c'est 6 fois moins que la Nintendo NES qui s'était vendue à 61 millions d'exemplaires, mais par rapport à la Master System, c'est quand même pas mal parce que la Master System, elle s'est vendue donc à 18 millions d'exemplaires. Son prix était proposé à 1290 francs, ce qui représente aujourd'hui 310 €. Alors simplement une petite différence qu'il y avait entre la PC Engine et la Core Graphics, c'est tout simplement que la Core Graphics disposait d'une sortie RGB, contrairement à la PC Engine qui disposait d'une sortie RF, où il fallait brancher directement sur la prise d'antenne télé, qui donnait pas une image vraiment de très bonne qualité. Par exemple, la Famicom et la NES avaient exactement la même différence. Au Japon, la Famicom avait une sortie RF,
et la NES avait une sortie RGB. Vous avez également la version boostée donc de la Core Graphics, donc la Super Graphics, qui était une console 16 bits, qui malheureusement n'a pas du tout remporté un grand succès, qui s'est vendue simplement à 30 000 exemplaires. Et il n'y avait que 5 jeux vraiment dédiés à la console. Alors bien sûr, elle était compatible avec les jeux de la PC Engine, mais les jeux vraiment dédiés à cette console, donc c'était vraiment 5 jeux. Donc vraiment pour faire le full set de cette console, c'est assez facile, mais je pense que les jeux doivent coûter assez cher. En tout cas, en 1990, cette console coûtait 2490 francs, donc l'équivalent de 599 € en 2022. Ce qui était énorme pour l'époque. Alors maintenant, passons à l'Amstrad CPC 6128+. Son prix était de 3990 francs, qui représente aujourd'hui 960 €. Alors c'est vrai que ça paraissait très cher pour l'époque, cependant, cela faisait de lui un ordinateur bon marché. De plus, il était livré avec un moniteur couleur, ce qui était vraiment une bonne chose. Mais c'est vrai que techniquement, il était moins puissant qu'un Amiga 500, qu'un Atari 520 STE. Son processeur était uniquement un processeur 8 bits, un Zilog Z80A, cadencé à 4 MHz, avec seulement 128 kilo-octets de mémoire vive. La différence qu'il y avait entre le 6128 qui était sorti 5 ans plus tôt et le 6128+, c'est tout simplement parce qu'il y avait en plus un lecteur de cartouches GX4000. Alors la GX4000, c'était la console de jeu d'Amstrad, qui était un dérivé d'un CPC 6128, et cette console était sortie quelque temps avant. Il me semble également que le 6128+ disposait d'un double port manette DB9 et que le son du moniteur était en stéréo. Et bien sûr, extérieurement, le design avait été carrément remis au goût du jour. Même si l'Amstrad CPC 6128+ était un ordinateur moins puissant qu'un Amiga 500 ou un Atari 520 STE, son prix avec son moniteur était plus abordable, ce qui lui a permis d'être populaire et d'initier le grand public à l'informatique. Et ça, c'était vraiment une bonne chose. De plus, ces pubs étaient quand même assez drôles, que même 30 ou 35 ans après, les enfants que nous étions à l'époque s'en souviennent encore. Passons maintenant à l'Amiga 500. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait une sacrée guerre entre les pros Amiga, les pros Atari et puis même les pros Amstrad. Alors l'Amiga 500 par rapport à l'Amstrad CPC 6128 était un ordinateur plus moderne. Il avait un processeur Motorola, un 6800, qui était cadencé à 7 MHz, qui était pratiquement le double du CPC 6128. C'était un processeur 16 et 32 bits, et il avait 512 kilo-octets de mémoire vive. C'est vrai que par rapport à aujourd'hui, c'est très très peu, mais à l'époque, c'était énorme. Et il était extensible jusqu'à 1 méga, il me semble. Alors sur cette publicité, il y a une chose qui pouvait porter à confusion. C'est le nombre de couleurs. 4096 couleurs, c'était la palette disponible. C'était pas le nombre de couleurs que vous aviez à l'écran. Au maximum sur l'Amiga 500, c'était, il me semble, 64 couleurs dans une résolution particulière. Alors selon les informations que j'ai trouvées sur le net, eh bien 64 couleurs, c'était uniquement dans la résolution 320 x 256. Ce qui est tout petit, c'est limite, on va dire, la résolution aujourd'hui pas d'un timbre-poste, mais d'une toute petite image. Mais à l'époque, c'était génial. L'Amiga 500 également était très réputé pour la qualité de ses graphismes, des sons également des jeux vidéo. Lorsque j'étais enfant, la première fois que j'ai joué sur un ordinateur, c'était un Amiga 500. Mon oncle m'avait ramené lorsque j'étais en vacances, donc un Amiga 500 pour jouer à des jeux vidéo. Il y avait Turrican 2, Xenon également, par les Bitmap Brothers, qui est un superbe jeu. Je me souviens également d'un jeu qui me faisait penser au jeu Spelunky qui aujourd'hui, c'était Pepe Hammer and His Pneumatic Weapon. J'adorais ce jeu, c'était trop marrant, c'était un petit garçon qui cherchait des trésors. C'est vrai que j'ai d'agréables souvenirs avec tous ces jeux. Moi à l'époque, qui ne connaissais uniquement que la Nintendo NES, là j'arrivais dans un nouvel univers avec des graphismes beaucoup plus beaux, et c'est pour ça que je garde de très bons souvenirs de l'Amiga 500. Pour revenir sur cette publicité, donc l'Amiga 500 était livré avec une souris, un câble Péritel, parce qu'il était possible de le brancher sur une télévision, 3 jeux et 2 logiciels. Son prix était de 3590 francs, ce qui représente aujourd'hui, avec l'inflation, 864 €. Maintenant, passons à l'Atari 520 STE, qui fut également un ordinateur très populaire à l'époque, surtout au niveau des musiciens. Il faut savoir, pour celles et ceux qui ne le savent pas, que l'Atari ST et l'Atari STE, bien sûr, ont remporté de forts succès auprès des musiciens.
Déjà par rapport à la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, et bien sûr l'Atari ST et l'Atari STE, que ce soit le 520 ou le 1040, ils ont démocratisé la norme MIDI. Il y a énormément d'artistes qui ont utilisé des Atari ST et STE pour composer de la musique. C'était un truc de fou. Techniquement, à l'intérieur, au niveau du processeur, c'était exactement la même chose qu'un Amiga 500. C'était un Motorola 68000, la fréquence était tout de même un peu plus élevée, 8 MHz contre 7 MHz pour l'Amiga 500. Il y avait 1 méga de différence. Aujourd'hui, c'est peanuts, c'est vraiment dérisoire, mais à l'époque, c'était énorme. Au niveau de la mémoire vive, c'était exactement la même chose, c'était 512 kilooctets de mémoire vive. Cependant, à résolution égale, il me semble, il n'y avait que 16 couleurs sur une palette de 4096. Après, l'Atari 520 STE n'avait pas à rougir de ses performances en matière de jeux vidéo. Il y a eu par exemple un fabuleux jeu vidéo qui a été entre autres conçu par Philippe Ulrich, l'Arche du Captain Blood, qui à la base a été développé sur Atari ST. Et donc la version était plus aboutie. En matière de prix, sans moniteur bien sûr, son prix était plus abordable, il était à 2990 francs, ce qui représente 719 € d'aujourd'hui. Pour conclure cette vidéo, on va parler rapidement donc de l'Amstrad GX4000, qui était une console donc 8 bits, qui coûtait assez cher pour l'époque, donc 990 francs, qui arrivait un petit peu à la fin de la 8 bits et au début de la 16 bits, donc c'était un peu une console qui était un petit peu perdue au milieu de toutes ces consoles, on va dire next-gen, et malheureusement, ce fut un échec pour Amstrad. Maintenant, parlons de l'Atari Lynx, qui était vraiment sur le papier une console supérieure à la Game Boy. Elle disposait d'un écran couleur comme la Game Gear. Elle avait vraiment un fort potentiel pour pouvoir écraser la concurrence. Cette console portable était plus chère que la Game Boy, elle coûtait 1490 francs contre 590 pour la Game Boy. Alors 1490 francs, c'est l'équivalent aujourd'hui de 358 €, qui était énorme, surtout pour une console portable. Pour conclure cette vidéo, le clap de fin pour l'Atari 2600 qui était vendu à 350 francs, qui était moins cher qu'un jeu Nintendo NES. Et voilà, c'était vraiment la dernière danse de cette console qui a su traverser toute une époque. Nous devons rendre hommage à cette console qui a su traverser toute une époque et qui a eu quelques jeux sympas. Il y avait également des derniers jeux sur cette console qui étaient proposés dans ce catalogue à 190 francs l'unité, Solaris, Football et Tennis. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a su vous replonger à une époque un peu lointaine aujourd'hui, c'était il y a 32 ans, en 1990, et qu'elle a pu vous faire revivre quelques souvenirs avec ces consoles que nous lorgnions à l'époque dans les catalogues, avant les fêtes de Noël, avant un anniversaire. Ces consoles font partie du patrimoine vidéoludique. Elles font partie de notre enfance, de notre adolescence. Cette belle époque remplie d'insouciance fait partie de nous. Des moments, je dis, fait partie de notre ADN, faut pas exagérer, mais tout de même. Pour les fans de jeux vidéo, de consoles et d'ordinateurs, ce fut un âge d'or. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez partager vos souvenirs de l'époque. N'hésitez pas à vous abonner également à Citizen Geek et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. C'était Sully sur Citizen Geek. À très bientôt. Ciao.